il a servi en Algérie de 60 à 62 au sein d'un régiment d'artillerie. Et ensuite, eh bien, il s'est reconverti, si on peut parler de reconversion, dans la gendarmerie nationale. Et il a occupé différents postes, notamment le poste de professeur à l'école de guerre. Alors, son témoignage est intéressant puisque la guerre d'Algérie a commencé avec des gendarmes, puisque comme il s'agissait d'opérations de maintien de l'ordre, les militaires n'avaient pas juridiquement le droit d'ouvrir le feu. Donc, pour pouvoir tirer, il fallait des gendarmes à côté d'eux pour qu'ils soient dans les conditions légales d'ouverture du feu. En général, vous avez la parole. Oui, merci. Donc, comme le disait Jean-Pierre Martin, j'étais sous-lieutenant d'artillerie du contingent en Algérie pendant 30 mois. Et je commencerai par 3 clichés vous présentant mes rapports avec la gendarmerie. Tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, ce gendarme qui nous suivait en opération et qui ne nous quittait pas d'une semelle, dont on se demandait un petit peu la raison de la présence. Deuxième cliché, alors là on va... La première photo. Deuxième cliché, bon vous excuserez la qualité des photos qui sont des reprises. Hein. Deuxième cliché, c'est les automitrailleuses de la gendarmerie mobile qu'on retrouvait en fin de ratissage, en bouclage, et qui étaient très intéressantes parce qu'à bord il y avait des norvégiennes qui étaient des containers isothermes dans lesquels il y avait des bonnes bières bien fraîches. Donc on était très content de les trouver là. Et enfin, dernier cliché. C'est en bas pour avancer. Voilà, dernier cliché, cette rencontre sur le terrain d'aviation d'Orléansville lors d'un héliportage avec le lieutenant Alès de la gendarmerie qui était à la tête d'une arca de combattants, hein, presque une centaine, et qui s'appelait Partisans Noirs, et qui nous étonnait un petit peu de voir un lieutenant de gendarmerie aussi engagé dans le combat. Alors, ces 3 clichés, en fait, et cette vision extérieure de la gendarmerie, résument assez bien ce qui a été son rôle pendant cette période, c'est-à-dire exécution de ses missions traditionnelles, judiciaires notamment, participation au combat et adaptation aux circonstances. Donc en 20 minutes, je vais vous résumer un petit peu ces événements. Donc la gendarmerie, elle est arrivée, bien sûr, au moment de la conquête de 1830, sur le territoire, et les gendarmes vont occuper le terrain, c'est-à-dire les brigades occupent le terrain, mais dans un rapport moindre par rapport à celui de la France, puisque c'est dans un rapport de 1 à 10. 10 fois moins de brigades par rapport à la métropole. Alors, voilà la brigade de Kerata, vous remarquez d'ailleurs qu'elle est un petit peu fortifiée. Ce quadrillage de la gendarmerie, beaucoup moins dense que la métropole, posera d'ailleurs quelques problèmes au niveau de la surveillance et du renseignement. Mais en 1954, au moment du déclenchement de l'insurrection, il y a moins de 5000 hommes de la gendarmerie en Algérie, ici la brigade de Bougie, et alors qu'ils sont 58 000 en métropole. Pardon, voilà, ça va trop vite. Voilà. Et vous remarquerez d'ailleurs sur cette photo, à côté des gens, qui est une photo fin 19e, à côté des gendarmes, la présence d'auxiliaires locaux. Alors, la gendarmerie, compte tenu de l'étendue du territoire algérien, a beaucoup de difficultés à communiquer avec la population, barrage de la langue également, c'est certain, les distances à parcourir. Les événements de 1945 ne sont pas une surprise pour la gendarmerie qui avait quand même pressenti des mouvements, la montée des brigandages. Ça sera le cas également jusqu'en 1954. Les renseignements d'ambiance de la gendarmerie font état d'acquisition d'armes et d'entraînement à caractère militaire. Mais en 1954, le caractère simultané du déclenchement des attentats n'avait pas été prévu. Une date importante, c'est 1955, la proclamation de l'état d'urgence sur tout le territoire à partir du mois d'août, et qui là va entraîner une coopération inévitable entre armée et gendarmerie. Et un accroissement des tâches pour la gendarmerie,
notamment l'AGM, la gendarmerie mobile qui doit accompagner les troupes, les gardes et transfèrements de prisonniers, l'aide à la mise sur pied des unités territoriales. Les effectifs de la gendarmerie sont de 7000 hommes et ne cesseront d'augmenter dans les années suivantes. 2 mots sur la bataille d'Alger, entreprise par la 10e division parachutiste en 1957. La gendarmerie a été bien sûr impliquée au plan judiciaire notamment, mais également le recensement de la Casbah a été fait uniquement par les escadrons de gendarmerie mobile. Mais là, on s'est trouvé confronté à cette montée en puissance de l'armée de terre notamment, dans un cadre juridique inadapté et assez flou. D'où mon deuxième chapitre, le problème de la gendarmerie et de la légalité. Donc la gendarmerie, par ses fonctions, elle doit faire respecter un cadre juridique et qui s'appliquait aux conditions de combat, ouverture du feu, interrogatoire, exploitation du renseignement. Et il est clair que les prescriptions du code d'instruction militaire qui prévoyaient arrestation, enquête judiciaire, autopsie dans les cas de décès, s'accommodaient mal des conditions des opérations. Alors la gendarmerie, elle est contrainte de s'adapter à la réalité des opérations et souvent d'ailleurs elle a un petit peu fermé les yeux sur la stricte application de la loi. Et d'ailleurs même cette position lui vaudra quelques démêlés avec la justice. Alors la gendarmerie, donc je vous disais, se trouve en position subordonnée par rapport au dispositif de maintien de l'ordre dirigé par l'armée de terre, on l'a vu. Et comme écrit le général Morin, d'autant plus que la troupe ne remet à la gendarmerie que très peu d'individus susceptibles de faire l'objet de poursuites judiciaires, car les suspects sont en fait abattus sur le champ en application de l'instruction ministérielle du 1er juillet 1955. Cette instruction disait que tout suspect tentant de s'enfuir devait être abattu, de même que tout suspect pris les armes à la main pouvait être abattu. Donc, cette application... Alors, on va aller un petit peu plus loin. Voilà. Cette application stricte de la légalité devient difficile. Sur le terrain, les escadrons de gendarmerie mobile sont employés dans les mêmes conditions que les unités de l'armée de terre, alors que, comme disait le général Morin, commandant la gendarmerie en Algérie à cette époque, la gendarmerie mobile devait être considérée comme le prolongement et la réserve de la départementale, et il aurait certes préféré qu'elle reste en appui de la gendarmerie départementale. Alors en matière de recherche du renseignement, bon, la recherche du renseignement est pour la gendarmerie l'une de ses missions principales. Donc là, elle a participé à cette mission, mais ambiguïté, à qui transmettre le renseignement? Devait-elle continuer à le transmettre à ses chefs ou devait-elle le transmettre aux officiers de renseignement de l'armée de terre? Donc il y a eu quelques problèmes. Et puis également les conditions de détachement des gendarmes dans les DOP, les DOP qui étaient les détachements opérationnels de protection, responsables de l'obtention combinée du renseignement sur le terrain. Et c'est certain que le commandement de la gendarmerie voyait mal les gendarmes intégrer ce genre d'unité, et ça a été fait puisqu'il y a eu près d'une trentaine de gendarmes détachés dans les DOP, mais ils étaient tenus reine courte, si je puis m'exprimer ainsi. À partir de mai 1958, la gendarmerie va se trouver mêlée à l'évolution politique et militaire. C'est le retour du général de Gaulle, salué par les gendarmes parce qu'il leur a amélioré la situation matérielle en matière de logement, d'équipement notamment. Et toujours le général Morin, il note dans un rapport sur l'état d'esprit que le personnel de gendarmerie reste assez étranger à la politique. Celui originaire d'Afrique du Nord manifeste plus d'inquiétude et de nervosité, et pour cause. Alors, les effectifs de la gendarmerie augmentent, notamment avec le recrutement de supplétifs et d'auxiliaires d'origine FSNA, et ces supplétifs auxiliaires passent de 900 au début de la guerre à 5500 en 1962. Alors l'implantation de la gendarmerie est quand même loin d'atteindre celle de la métropole, rien n'a bougé au niveau des brigades. Une brigade pour 20 000 habitants en Algérie, une pour 11 000 habitants en France.
Alors, il y a eu l'implantation des SAS, on en a parlé, des sections administratives spécialisées, d'où le problème de cohabitation avec les brigades, parce qu'elles sont en prise sur le territoire. Et que disait le général Morin à ses troupes? Donc, c'est un échelon hiérarchique supplémentaire à l'égard des brigades. Lui souhaite qu'elles échappent à toute subordination, et il écrit tout en entretenant des liaisons empreintes de la déférence due aux autorités locales. Voilà, c'est le langage gendarmique traditionnel. Alors, en 1958, adaptation, je vous disais, création des commandos de chasse. On a demandé au général Morin que la gendarmerie participe à l'effort commun. Inutile de vous dire que la réponse a été plus que réticente pour des questions d'effectifs et de principe, mais ils ont quand même été mis sur pied. 6 commandos, notamment dans la région d'Orléansville, dans la ZO de l'Ouest algérien. C'est pour ça, puisque j'étais à Orléansville, que je les ai rencontrés. Et Partisan Noir, qui était commandé donc là par le lieutenant Alès qu'on a vu tout à l'heure, intervenait sur Loire-Nice et en avril 62, son bilan était de 621 hors la loi tués pour 15 morts en opération dans ses rangs, dont un officier. Période suivante, période difficile, parce qu'on va arriver dans ce que j'appelle la gendarmerie et la guerre civile, séparation, fraction au sein des populations, et à la lutte contre le FLN qui continue. La gendarmerie va devoir ajouter la lutte contre les Européens, dont d'ailleurs beaucoup servent dans ses rangs. Alors cette tâche devient psychologiquement pénible, et la gendarmerie rappelle qu'elle doit se tenir à l'écart des discussions politiques, et beaucoup de Français, de gendarmes de souche européenne, algériens, seront mutés en métropole lorsqu'on sentira qu'ils ont du mal à continuer à faire leur métier correctement. La gendarmerie mobile rejoint les villes pour le maintien de l'ordre. Elle est en première ligne pour le maintien de l'ordre, et malheureusement, le 24 janvier 60, elle va payer un lourd tribut suite à cette manifestation du 24 janvier, où 14 gendarmes sont tués en dégageant des barricades. Qu'est-ce qui s'est passé? Le général Morin souligne le manque de coordination avec la troupe et l'indécision de celle-ci. Ce sont ses propres termes. Les régiments de la Légion, je crois, qui devaient protéger les flancs des escadrons de gendarmerie mobile, sont intervenus trop tard, laissant la gendarmerie mobile exposée au feu des Européens, et donc il y a eu quand même un lourd bilan. Autre... je suis en avance là. On n'est pas en avance, monsieur. Non. Vous êtes peut-être en avance, mais on est en retard globalement. Oui, mais moi j'ai dépassé, non? Non, vous avez encore 5 minutes. Ah oui, bah c'est bon. Autre date importante, le putsch de 61. Alors, voilà, le putsch de 61. La gendarmerie fait preuve, je cite, d'une certaine passivité et d'un attentisme révélateur. Vous ne serez pas surpris, à tel point même que l'état-major interarmé survivant s'installe au siège du commandement de la gendarmerie pour continuer à exercer ses fonctions. Alors, les brigades, elles se sont contentées d'observer, elles ont rendu compte, elles ont surtout évité qu'il y ait des heurts entre communautés musulmanes et européennes. Et donc le 25 avril à 22 h, les blindés de la gendarmerie, après le départ des parachutistes, investissent le centre d'Alger. Il y a eu des commissions d'enquête qui ont été mises en place, auxquelles la gendarmerie a apporté son concours. Alors, à partir de l'été 61, c'est surtout la lutte contre l'OAS qui va prendre le dessus. Et les forces de l'ordre essaient de garder le contrôle de la population. Il y a de rares augmentations d'effectifs, mais plus du tout au profit de la GD, puisqu'il n'est plus question de s'occuper de quadrillage, et surtout au profit de la gendarmerie mobile. Alors, encore un événement dramatique dans la lutte contre l'OAS, puisque déjà la gendarmerie devient l'ennemi
numéro 1 de l'OAS avec tout ce qui est force de l'ordre et administration. Les casernes sont visées. Et le 23 mars, la gendarmerie intervient à Bab el-Oued pour reprendre le contrôle du quartier. Et là, il y a un capitaine de l'escadron de Nice qui est tué, tandis que 16 gendarmes sont blessés. On va arriver vers la fin, mais le nombre des escadrons de gendarmerie mobile augmente, puisqu'ils sont sur 103 escadrons à l'effectif, il y en a 50 en Algérie, qui passent 6 mois consécutifs tous les ans en Algérie. Donc il y a une forte proportion. Les relations avec l'armée sont quand même un petit peu tendues, compte tenu de tout ce qui s'est passé du côté politique. Et après l'indépendance, le 3 juillet 1962, la gendarmerie commence à replier ses personnels en cherchant à les protéger. Et elle doit composer, comme j'ai dit, avec les nouveaux maîtres. Les nouveaux maîtres de... Non, c'est pas celle d'après. Non. Bon, bah ça fait rien. J'ai une photo de la LN. Bon. Donc la gendarmerie doit chercher à protéger ses personnels. Il y a quand même la LN exige que l'on mette le drapeau algérien dans les brigades. Les gendarmes ne veulent pas. Les gendarmes sont obligés de se déplacer en civil, aussi bien à cause des attentats OAS que des récriminations de la LN. Donc c'est pas une période facile. En plus, s'ajoute la guerre civile entre ANP et ALN, ce qui fait quand même un bouillon de culture assez délicat. Alors, le repli des brigades va se faire progressivement jusqu'en février 63. Il va rester 1900 hommes de la départementale pour assurer les missions de prévôté auprès de l'armée qui est encore là. Les autorités algériennes auraient souhaité conserver les escadrons pour le maintien de l'ordre, mais on leur a pas donné. Hein. Il est resté que 1 ou 2 escadrons, c'est tout. Tous les autres ont été rapatriés. Et il était également prévu que la gendarmerie apporte une aide technique pour la création de la future gendarmerie algérienne. Mais les relations difficiles avec les autorités de fait, c'était qui, ALN ou ANP, on ne savait pas trop. L'absence de directives sur les cessions de casernement et de matériel. Le silence sur les conditions d'intégration des gendarmes musulmans, c'est logiquement les gendarmes musulmans supplétifs qui auraient dû créer la future gendarmerie algérienne. Bon, ça n'a pas pu se faire. Donc la gendarmerie a décidé de rentrer et a tout laissé tomber, tout ce qui était en matière d'aide technique. Ma conclusion, bon, je reprends pas, je dirais simplement que l'épisode algérien a été pour la gendarmerie une période difficile. On peut comparer à celle de la France de Vichy lorsqu'il faut, pour des personnels d'ordre et de discipline, obéir à des directives qui ne sont pas toujours en accord avec leurs propres idées. Alors on peut se démettre, certes, mais on peut aussi se soumettre en tentant d'atténuer les dérives. C'est ce que beaucoup ont cherché à faire à tous les niveaux, n'oubliant pas cependant que la vocation de la gendarmerie, c'est d'être au service de la loi. Je vous remercie.